effectivement, on peut l'aborder sous ce lien profond d'affection et d'attachement. On peut l'aborder sous 1000 angles. Il a été abordé sous 1000 angles philosophiques ou psychologiques, poétiques, bien sûr. Et ce soir, on va peut-être l'aborder sous un angle à la fois, comme je suis médecin, je vous ai préparé quelque chose d'intéressant, à la fois biologique, au moins pour démarrer la causerie, et puis poétique. Vous allez voir, peut-être que quelque chose pourra résonner en vous, et je l'espère d'ailleurs. Et en français, on a cette difficulté, bien sûr, parce qu'on n'a qu'un seul mot pour aimer. Alors qu'il y a plein de langues où ils ont plein de mots pour dire l'attachement différent, l'attachement qui soit amoureux ou l'attachement filial ou la passion amoureuse, il y a différents mots, alors qu'en français, il n'y a qu'un mot. Et je me suis demandé, je me suis dit, tiens, mais c'est intéressant. Nous avons une sorte de langue extrêmement riche, nous avons une langue très riche, et puis, en fait, on n'a qu'un mot, pratiquement. C'est pas la même chose que désirer ou apprécier, c'est aimer. Et il m'a semblé aussi que c'était intéressant parce que ça nous laissait le choix, en fait, de définir et de creuser nous-mêmes, sans que le vocabulaire nous indique quel était ce lien, quelle était la façon. Donc, voilà, nous avons juste ce mot, et puis il y a nous de l'utiliser à bon escient, et surtout de le vivre et de le ressentir à bon escient. Il y a des ponts qui se sont créés en biologie et en physique, dans les sciences. Il y a beaucoup de ponts qui se créent avec les voies traditionnelles spirituelles. On peut le constater bien sûr dans la physique quantique, où les physiciens commencent à s'étonner que des gars qui ont vécu 2000 ou 3000 ans avant commençaient à savoir de quoi ils parlaient au sujet du temps, au sujet des atomes, au sujet de beaucoup de choses, des synchronicités. Et en biologie, depuis une vingtaine d'années, il y a également beaucoup de progrès. Et il y a des progrès assez étonnants en neurocardiologie. C'est-à-dire c'est la science qui s'occupe du cœur, mais qui a plutôt le versant, l'innervation du cœur. Et le cœur physique, on s'entend. Je ne parle pas d'un possible chakra ou quoi que ce soit, je parle du cœur physique. Et il y a des expériences qui ont été faites tout à fait remarquables. Et peut-être ça va vous inspirer aussi. La première expérience, c'est que les scientifiques ont placé un cœur, une partie des cellules qui étaient en fibrillation auriculaire. C'est-à-dire une fibrillation auriculaire, c'est les cellules ne sont plus cohérentes. Et donc l'influx nerveux se fait comme dans une crise d'épilepsie ou comme dans un spasme. Donc ces cellules se contractent de manière un peu anarchique. Et elles sont bien sûr non fonctionnelles. Et ils ont mis une cloison, et de l'autre côté, ils ont placé des cellules saines qui battaient donc ce qu'on appelle un rythme sinusal. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence de toutes les cellules, et elles donnent leur influence. Et à leur grande surprise, ils ont constaté qu'en fait la partie en fibrillation auriculaire se remettait à battre au rythme sinusal, de manière cohérente. Au voisinage Au voisinage, exactement. Et donc ils n'ont pas compris, enfin pendant un certain temps, ils se sont dit, tiens, c'est étrange, la cloison était étanche, il n'y a pas eu de fluide. Qu'est-ce qui se passe exactement? Et puis petit à petit, les choses se sont avancées, bien entendu, et ils ont commencé à comprendre que c'était le champ électromagnétique des cellules saines qui influait sur la fibrillation. Wow. Déjà quelque chose de tout à fait nouveau. Qu'est-ce que la fibrillation? Fibrillation, c'était donc cette partie où les cellules ne battent pas de manière cohérente. Chacun veut faire ce qu'il veut. Et donc, au lieu qu'il y ait une cohérence profonde, il y a une anarchie profonde. C'est comme toutes les influx nerveux qui arrivent ne sont pas dans le même temps et viennent décaler, et donc il y a une inefficacité, vous voyez, on peut dire, de la pompe cardiaque. Donc ça a déjà posé pas mal de questions aux chercheurs, et ils se sont dit, mais il y a un champ électromagnétique. Ok, donc ils ont continué à chercher. Ils se sont dit, si ces petites cellules ont un champ électromagnétique, ça veut dire que le cœur dans son entier a un champ électromagnétique. Et il doit être puissant, puisque ces petites cellules ont suffi pour remettre en forme celles qui n'étaient pas en forme. Et ils ont fini par trouver qu'il y avait effectivement ce qu'on appelle un torus, c'est-à-dire
un vortex qui s'étend de là à là pratiquement, qui a un mouvement comme ça, entraîné par le cœur. Et ils ont pu le modéliser et le visualiser. Et ce vortex électromagnétique, donc, ce vortex produit un champ électromagnétique dans nos cœurs qui s'étend jusqu'à 3 mètres de nous. Jusqu'à 1 mètre, il est très fort. Et il s'étend jusqu'à 3 mètres. Et il a une forme de bulle. Alors là, surprise. Ils se sont dit, ça c'était tellement incroyablement intéressant de voir que nous créons un champ électromagnétique qui influe, bien sûr, sur les uns et les autres, qui interagit les uns et les autres. Et bien sûr, le parallèle est venu immédiatement aux esprits des chercheurs. Ils ont dit, si chacun de nous a un champ électromagnétique, et nous savons que les champs électromagnétiques coopèrent ou interfèrent les uns et les autres. Vous avez tous vu la représentation du champ électrique de la Terre. Vous savez, qui part du pôle Nord, cette sorte de courbe comme ça qui rentre au pôle Sud, et ainsi de suite. Donc il y a un champ électromagnétique de notre Terre. Et on sait qu'il y a un champ électromagnétique de notre système solaire, qui est dans un vortex également. Et on peut s'imaginer que la galaxie, si on avait les instruments, ait un champ électromagnétique. Et donc, on commence à voir qu'une des propriétés du champ électromagnétique, c'est que ce qu'on appelle, il est holographique. Holographique, ça veut dire que tout élément qui est dans le champ contient l'information du tout. Prodigieux, extraordinaire. Donc, où est-ce que l'on va avec ça? Ça veut dire que tous ces champs électromagnétiques que nous sommes, qui sont les uns emboîtés, on peut dire, si on peut imaginer comme ça, les uns avec les autres, représentent le tout. Scientifiquement, on le savait peut-être spirituellement d'une certaine manière, mais là ça devient tout à fait mis en image. Ça veut dire que notre cœur est le médiateur de cette information universelle que nous retranscrivons par notre amour et en intimité et en relation. Ça veut dire que l'information qui nous arrive, nous sommes capables, si les obstacles, et c'est le grand si les obstacles du cœur ne l'enferment pas trop, nous sommes capables d'être cette information et de travailler avec d'une certaine manière. Et ça va dans les deux sens. Un champ est alimenté comme il alimente. Donc on en est là de cette extraordinaire découverte. Qui nous met littéralement, qui nous pointe du doigt, qui nous met les yeux dessus, sur notre intelligence du cœur, sur cette intelligence du cœur, qui n'est pas verbale, bien entendu, qui n'est pas intellectuelle, qui n'est même pas linéaire, mais qui est tout le temps là, tout le temps là. Si on veut bien la laisser, si on veut bien lui accorder son prix, si on veut bien se tourner vers elle, avoir l'intention de la nourrir, elle sera là. Elle est juste là, déjà présente, de toute façon. Donc c'est des informations prodigieuses. Et j'ai vu des photos de ce champ électromagnétique, ou des dessins, je pense que c'était une sorte de photo. Et c'est très beau. C'est juste, waouh, c'est une merveille de la nature, de voir cette expansion que l'on a comme ça, qui est là, qui est permanente. Et puis, les choses ne se sont pas arrêtées là. Les chercheurs ont continué à trouver. Et ils ont compris, ils ont commencé à voir que le cœur n'était pas simplement, comme c'était imaginé un peu dans l'ère industrielle, une pompe. Il est complètement innervé. Et il y a pratiquement la moitié de ces cellules, donc au niveau neuronal, qui ne sont pas des cellules musculaires. C'est des cellules nerveuses. Alors là aussi, profonde surprise. On était dans une sorte de vision du cœur physique, et nous avons les expressions en français, qui est complètement reliée au cœur aimant. On le sait bien dans toutes nos expressions qu'on utilise. Donc, le cœur neuronal, pratiquement la moitié des cellules ne sont pas des cellules musculaires. Alors là aussi, immense surprise, ils se sont dit, mais tiens, il y a donc beaucoup de cellules nerveuses qui viennent au cœur,
Et le type de cellule nerveuse qui est présent dans le cœur, il est aussi abondant que les cellules blanches qu'il y a dans le cerveau. Ce qu'on appelle les cellules, un peu technique, gliales. C'est-à-dire qu'avant, on a appelé ça cellule gliale parce qu'on pensait que c'était de la glu. C'est ça qui maintenait les cellules du cortex, cellules grises, en place. Mais personne n'avait compris que ces cellules gliales, et on commence à le découvrir, elles sont les transmetteurs des champs électromagnétiques. C'est elles qui travaillent pour recevoir l'information, convertir tout ça, et ainsi de suite. Donc, dans le cerveau, il y a à peu près 80, enfin dans le néocortex, en haut, il y a à peu près 80% de cellules gliales. C'est énorme. Avant, on ne savait pas à quoi ça servait. On n'avait aucune idée. On disait c'est juste le bouche-trou là, et puis la matière noble, ce sont les neurones. C'est les cellules grises. Et puis on commence à voir que les cellules gliales ont un rôle profond de captation d'une information différente. Donc on s'aventure effectivement aux marges de la conscience et de savoir qu'est-ce qui est capté, de comprendre comment est cette interaction. Et même chose dans le cœur. Dans le cœur, à peu près 40% de cellules gliales, elles font le travail. Donc chaque fois que nous restons avec le téléphone ou dans la poche, on bousille complètement tout ce système extrêmement sophistiqué. Et troisième découverte, eh bien, ils se sont rendus compte que le cœur produit des hormones. Alors là, ils n'en sont pas revenus encore. Donc il y a au moins 3 ou 4 hormones qui régulent le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est le cerveau émotionnel, qui est au-dessus du cerveau archaïque. On en reviendra peut-être si on a un peu de temps là-dessus, mais c'est passionnant aussi. Il y a des hormones donc qui régulent le cerveau limbique et émotionnel. Et donc ils se sont dit, mais alors le cœur est également une glande endocrine, au même titre que les surrénales ou la thyroïde. C'est une glande endocrine. Donc voilà, on en est avec ces époustouflantes découvertes que je vous livre et qui me ravissent et m'enthousiasment, me donnent beaucoup de joie. Parce que c'est comme si, il me semble que ça redonne notre joie au cœur de dire oui, il est là, nous sommes là et il produit sa propre intelligence. Laissons-lui cours, laissons-le faire ce qu'il doit faire. Pour favoriser cette intelligence du cœur. On peut dire qu'il nous faut déjà un modèle. C'est comme tout apprentissage, on va dire. On l'a appris quand on était enfant, sinon on ne serait pas là. On l'a appris parce qu'on a eu des soins, plus ou moins efficaces, plus ou moins bénévolents, plus ou moins bienveillants, mais on a quand même eu le soin nécessaire pour qu'on arrive ici ce soir. Donc d'une certaine façon, on est des spécialistes de la vie. Et on ne peut pas le nier, quel que soit l'âge où on soit maintenant, on est ces spécialistes de la vie. Et donc, il nous faut un modèle pour réapprendre ou pour redécouvrir d'une certaine manière cette intelligence du cœur, pour la laisser fructifier vraiment pleinement, nous prendre et nous donner ce peps de la vie. C'est dans toutes les, je veux dire, quel que soit, enfant, on a eu des modèles, partout, sur une voie spirituelle, il y a des modèles, je veux dire, peu importe, mais il y a toujours quelque chose qui joue le rôle de modèle. Et c'est un lien profond avec l'apprentissage, bien sûr, parce que si on a eu un apprentissage qui était malveillant ou difficile, même à l'école, je veux dire, surtout à l'école, dans nos petites années, ou qu'on était brutalisé ou moqué, on sait que l'état émotionnel dans lequel nous apprenions les choses fait partie de cette connaissance de ce que nous avons appris. Ce n'est pas séparé, c'est pas juste j'ai appris la mathématique, mais le prof était tellement difficile qu'il me tapait et j'avais toujours 0 et je ne voulais pas apprendre. Oui, ça c'est factuel, mais l'état émotionnel qui a concouru à ça, il est présent en tant que la connaissance que nous avons également. Et ça c'est un obstacle à l'intelligence du cœur. Un des obstacles, c'est une des sortes de premières névroses qui vient se mettre chez les enfants, on en verra plus tard. Donc c'est important de comprendre qu'un modèle
il est important qu'il joue son rôle de modèle. Et il y a une innocence qui ne peut pas être trahie. C'est une lourde responsabilité d'accepter un rôle de modèle, que ce soit prof ou quelle que soit la profession. Donc le rôle de modèle, oui, ça permet à l'intelligence du cœur de s'ouvrir de nouveau. Et la deuxième chose, peut-être le deuxième acte, c'est de poser les actes. Poser les actes qui vont nourrir le champ dont on a parlé, ce champ électromagnétique, qu'on peut appeler un contexte, peu importe le nom. Champ électromagnétique, ça fait un petit peu technique, mais on peut l'appeler juste le champ ou le contexte, on va dire, on comprendra. Effectivement, c'est de poser les actes. C'est-à-dire, ça nourrit le contexte, ça nous ouvre le cœur, ça promeut l'intelligence du cœur. On sait par exemple qu'un champ électrique, un champ, quel qu'il soit, il n'est pas visible à nos yeux. Il est juste, c'est quelque chose qui n'est en aucune façon visible. Il n'est visible que par l'élément matériel ou les actes qui vont le former. On a tous fait cette expérience avec un aimant et de l'animail de fer et on voit le champ électrique qui se dessine sur une feuille de papier, par exemple. Il y a une feuille de papier entre l'aimant et l'animail de fer, on voit parfaitement ce champ magnétique. C'est la même chose avec nos actes de bonté, nos actes d'amour, nos actes de compassion. Sans ça, c'est de la philosophie, ce sont des mots, ce sont des concepts, ça va être peut-être une émotion, mais la réalité, elle sera que nos actes, s'ils ne sont pas réellement incarnés, ne nourrissent pas le champ. Ne nourrissent pas. Ne nourrissent pas le champ, ne nourrissent pas le contexte. Donc, à nous de savoir si on veut participer à ce contexte, à ce champ. Est-ce qu'on veut juste philosopher ce sujet? Ou bien notre cœur est fermé, notre intelligence du cœur n'est pas ouverte à dire. L'intelligence du cœur, elle va surtout dire je ne sais pas, d'ailleurs. C'est la tête qui veut savoir et qui est en plein conflit, mais l'intelligence du cœur, elle s'en fiche de savoir ou pas. Donc, est-ce que nous voulons, nous, être le représentant de ce champ, là où nous sommes, dans nos propres vies, dans nos chemins singuliers où nous sommes? Lee, mon maître, avait donné cette équation. C'était un Américain. Il était direct et original. Il avait donné cette équation très simple. Il avait dit ego égale pas d'amour. Et pas d'ego égale amour. Et voilà, il nous a laissé avec ça. Et on travaille dessus depuis 25 ans. À s'approcher le mieux possible de ce Koan. Et c'est la même chose. Si on essaye de nourrir ou de tenter ou d'avoir l'intention de participer au champ, au contexte, à partir de notre ego, la nourriture sera extrêmement étroite. On ne va pas vraiment nourrir la chose. C'est comme s'il nous fallait disparaître le mieux possible à nos propres yeux pour pouvoir effectivement nourrir, être beaucoup plus en ligne avec les choses, la conscience qui passe, le processus qui est commun à nous tous. Alors bien sûr, c'est une affirmation radicale de dire ce que Lee disait, ego égale non-amour et pas d'ego égale amour. C'est sans doute plus nuancé. Et on sait bien que l'amour, de toute façon, a un spectre tellement large, tellement vaste, depuis notre état nourrisson jusqu'à une pleine conscience, une pleine maturité que l'on peut avoir. C'est tellement toute forme d'amour, toute forme de lien, toute forme de liaison. Et je pense pas qu'il y en ait. Je pense que ça fait partie de nos vies humaines de pouvoir constater l'ensemble de tout ça. Et peut-être qu'à la fin, en cheminant, on se rend compte que peut-être qu'on sait de mieux en mieux ce que l'amour n'est pas, en fait. C'est peut-être ça surtout. On va pas s'aventurer à une définition, bien sûr, mais peut-être qu'on sait de plus en plus ce que l'amour n'est pas. En tout cas, pour faire pratique, on avait effectivement
souvent on décrit les trois stades, trois fonctions, trois stades de l'amour qui sont. C'est l'amour instinctif, l'amour émotionnel et l'amour conscient. L'amour instinctif, c'est effectivement c'est le coup de foudre, c'est la rencontre amoureuse, c'est la liaison sexuelle banale, rapide, c'est cet amour instinctif comme ça qui est chimique en fait et qui nous attrape, qui peut nous attraper, qui n'est pas à rejeter non plus sans doute, mais en tout cas qui est sans doute un des stades peut-être les moins élaborés, on va dire, de l'amour. En fait, je le relie beaucoup plus, si je reviens un peu à la physiologie, je le relie beaucoup plus au cerveau reptilien. C'est-à-dire, le cerveau reptilien, il est là vraiment pour... il n'a que trois objectifs, le cerveau reptilien, que nous avons tous et qui est très puissant. Il veut juste manger, s'accoupler et survivre, c'est-à-dire se défendre. Il se bat ou il fuit ou il se gèle, mais essentiellement, il n'a que trois objectifs. Et la plupart d'entre nous vivons sur ces trois objectifs. Malheureusement, on est tenu par ce cerveau archaïque extrêmement puissant qui est là. Ça, c'est l'amour chimique, donc le premier amour instinctif. Et l'amour conscient, l'amour émotionnel, c'est beaucoup plus, c'est effectivement, c'est le type d'amour qui nous est rebattu à longueur d'année et dans tous les médias, dans tout ce qu'on voit, c'est l'amour émotionnel. Il n'y a pas de perspective autre que les émotions et il n'y a pas de transcendance là non plus de l'ego. Il n'y a pas de transcendance de l'ego. C'est très émotionnel. Et en général, ça finit en lutte de territoire, facilement, ou en enfermement à deux. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas une autre perspective que l'amour émotionnel, qui nous est abreuvé à longueur de journée, qui est le modèle vendu en Occident en tout cas, on ne peut pas transcender ça, on ne peut pas aller au-delà de cette impression, vraiment de cette forte impression qu'on en a reçue, qui est le modèle adolescent, le modèle que beaucoup d'adultes vont continuer dans toute leur vie durant, et qui n'arrivent pas à se dépêtrer d'une certaine manière et qui les fait souffrir, qui les rend malheureux et qui les détruisent au bout de compte. Et puis, il y a l'amour conscient, et ça on n'a jamais appris, on n'en apprend pas, on ne nous dit pas, il n'y a pas de modèle là non plus, très peu en tout cas, qui va nous dire qu'est-ce que peut être l'amour conscient dans un couple, par exemple, entre deux partenaires, qu'est-ce qu'est l'amour conscient? Comment on travaille là-dessus? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on lutte? Bien souvent, plus d'un jour par semaine pour que ce ne soit pas l'amour uniquement émotionnel qui gagne, qui prenne le dessus, mais comment on va travailler au fait de vouloir, non pas utiliser l'autre, même subtilement, mais le servir, d'une part. Donc là aussi, c'est une grande question qui s'étage sur toute la vie. Et tous les trois aspects sont en nous, bien entendu, ils sont présents, mais sur lequel nous allons nous mettre une intention consciente de dire ok, je veux bien travailler là-dessus, ça me paraît être vraiment un élément d'une vie digne. Je vais voir, est-ce que je peux m'approcher de l'amour conscient? Quelle maturité je dois promouvoir en moi, qu'est-ce qui doit se passer pour que je puisse m'approcher de l'amour conscient? Et l'amour conscient, il est juste intemporel. On commence à rentrer effectivement dans une zone où ce n'est pas l'autre qui nous donne l'amour, c'est nous qui distribuons l'amour, c'est nous qui sommes ouverts, et avec quelques rencontres, alors bien sûr avec notre partenaire, mais en même temps, ça de toute façon, ça se répand, quoi qu'on fasse dans nos professions, dans nos familles, nous sommes juste tout d'un coup, nous devons ouverts, Donc comment allons-nous vers ça? Comment allons-nous dénouer ces nœuds du cœur pour que cette intelligence du cœur prenne le pas sur ça? Ça, c'est très utile, c'est super bien, mais ça, c'est mieux. Un petit détail biologique encore, parce que je ne peux pas m'empêcher de vous le dire.
dans le fœtus, l'organogénèse, donc la première phase embryogénèse. Le premier organe qui se développe. Bon, vous connaissez la réponse. D'accord. Premier organe, on va dire, c'est le cœur. C'est le cœur, c'est pas le système neural et tout ça, non, c'est le cœur. 3e semaine jusqu'à la 9e semaine de grossesse, c'est le cœur. C'est lui qui est donc le point d'entrée de tous ces vortex dont on a parlé. Bouf, c'est lui qui va nous. Ça devrait être lui qui commande ça, et pas ça qui bloque cette activité. Comment notre intelligence du cœur va s'ouvrir si on n'a pas reçu, si on a été malmené, si on a été négligé? Comment est-ce qu'on peut recevoir? On voudrait donner, on voudrait tous donner, beaucoup. Mais comment faire si on n'a pas reçu? Si on a mal reçu, ou ça a été difficile? Ça peut être violent, ça peut être abandonnique, ça peut être tout à la fois. Il y a un travail à faire, c'est clair qu'il y a un travail à faire. On ne peut pas juste l'espérer que ça se passe, et peut-être ça se passe par moment, par instant, mais si on veut le faire, si on veut vraiment se découvrir, si on veut dire non, ça c'est pour moi, je veux savoir, je veux vraiment, je ne peux pas mourir sans savoir vraiment ce qui se passe au fond de moi du mieux possible. Il y a un travail à faire. Mais les principaux obstacles, essentiellement, vous avez compris, ils sont soit éducatifs, bien entendu, c'est les plus lourds. Et de mon sens, pour moi, c'est le massacre des innocents, tout ce que je vois. Ou ils sont culturels. Culturels, j'entends, je reparle du modèle d'amour qui nous est servi en permanence. C'est toujours cet amour romantique. Enfin, je ne délivre pas, il a son charme. Il est très attrayant d'une certaine manière. Mais il s'arrête là. C'est la boîte dans laquelle on nous met en Occident. C'est le modèle qui nous est servi, et il n'y a pas un jeune pour qui ça ne doit pas être comme ça. C'est-à-dire qu'il lui faut l'intensité de l'amour, tomber amoureux, peut-être les conflits, le mariage, qui est une institution, mais pourquoi pas. Et ça doit se poursuivre comme ça. Mais il n'y a pas plus. Je veux dire que c'est ça qui est présenté. Alors, dans notre société, vous savez bien qu'il y a des mariages de raison, il y a des mariages différents, différents types, ça dépend des cultures. Mais en tout cas, c'est le modèle qui nous est proposé. Et ce modèle nous en sert, bien sûr, parce qu'il manque d'invention, il manque d'imagination, il manque d'ouverture. Et si on ne correspond pas à ce modèle, les gens souffrent. Les gens souffrent. Ils se disent « Oh, je l'aime pas assez » ou « Je l'aime trop » ou « Ça me fait souffrir ». Enfin, il y a toujours une sorte de comparaison, de jugement qui s'instaure en vertu d'un modèle qui est un peu représenté là dans notre inconscient et qui est véhiculé par les chansons qu'on peut entendre. Donc culturellement, oui, c'est une empreinte. C'est une empreinte. Par exemple, une question. Vous voyez, par exemple, je vous ai dit que nous sommes mariés donc, depuis 30 ans. Quelle est actuellement l'utilité d'un couple monogame dans notre société? On peut vraiment s'interroger. On va se dire, tiens, mais ben oui, on peut changer de partenaire pratiquement tous les jours, j'aurais dire, sur les applications. On voit facilement la faute de l'autre. Donc, quelle est cette utilité? À quoi ça sert un couple monogame actuellement, dans notre époque? Oui, j'attends pas une réponse, j'attends juste que vous posiez la question, mais je sais que vous pouvez avoir des réponses, vous voyez. Je me doute bien, on en discutera. Et c'est la même chose pour la fidélité. À quoi sert un engagement quel qu'il soit, sur une voie spirituelle ou dans un mariage? À quoi ça sert ces contraintes, apparentes contraintes, pour beaucoup, dans l'époque où nous sommes? Est-ce qu'il y a une possibilité que ces contraintes, en fait, elles nous aident, elles soient une liberté et pour notre croissance? Plutôt que d'être vues comme une frustration, est-ce que ces contraintes peuvent être embrassées comme un outil pour notre propre libération intérieure? Vous voyez,
des questions qui ne se posent pas beaucoup, mais on en parle un peu, bien sûr. Et si ce modèle dont il parle, culturel, avance tel que la société le souhaite, eh bien, on a ce schéma qui est extrêmement répétitif, où après l'enthousiasme initial, la première ferveur où les partenaires se montrent sous leur meilleur jour, bien entendu, où tout fonctionne à merveille, survient le premier conflit, les premiers conflits. Et donc les partenaires, le couple, donc les partenaires, on va dire les conjoints, rentrent dans une lutte de territoire. Cette lutte de territoire, elle va être physique, dans la maison, par exemple, dans l'appartement, avec les pièces, avec la place de chacun, à la table, dans le lit, et ainsi de suite. Ou psychique, c'est-à-dire qui va dominer l'autre, qui a un certain pouvoir. Et tout ça n'est pas examiné, tout ça est inconscient, bien entendu. Et tout ça, ce sont des appels que notre nature nous propose pour résoudre. Mais ce n'est jamais vu comme ça, c'est vu comme des conflits, bien entendu. Et ces conflits, peuvent se dégrader. Après cette lutte de territoire, les conjoints vont prendre une distance de sécurité. Distance de sécurité, ça veut dire, c'est la distance qui les sépare, qui est la juste bonne distance. Ou si l'homme est toujours au travail et qu'il rentre tard le soir et qu'il ne voit plus personne dans sa famille, ou la distance physique, mais il y a une distance de sécurité psychique qui s'instaure. Et le quatrième stade qu'on connaît, c'est la glaciation. Glaciation, ça veut dire les conjoints ne sont plus capables de se dire l'un à l'autre. Ils n'arrivent plus à recréer ce lien d'intimité et à discuter, dire bon, où en sommes-nous, que se passe-t-il pour nous vraiment, qu'est passe. Ils n'arrivent plus. Et ainsi, ils vieillissent enfermés dans leur grande maison, leur grand appartement. Et le cinquième stade, c'est la maladie, la mort, qui est bien souvent encore un appel pour renouer les liens d'intimité. Et qui est souvent, ça marche, souvent ça marche, parce que là, on arrive au bout, et la maladie et la mort peuvent provoquer effectivement de nouveau un lien un peu plus étroit, un peu plus fort, un peu plus intime, un peu plus vrai. Donc il y a cet obstacle culturel à notre intelligence du cœur, bien sûr. Même chose pour la sexualité. Sexualité, dans notre époque, elle est extrêmement conventionnelle, on va dire. Le schéma traditionnel, c'est l'acte sexuel, l'orgasme, la jouissance, et voilà. Et donc, c'est pratiquement le minimum syndical. Maintenant, c'est ça. On en est là, et il nous faut passer par ces étapes pour que tout le monde soit satisfait. Et donc, c'est une pression terrible, et sur les hommes, et sur les femmes. C'est comme si on était en compétition, au lit, l'un avec l'autre, pour... L'homme veut faire jouir la femme, désire faire jouir la femme, et la femme veut bien jouir, mais c'est plus long, c'est plus difficile. Et c'est juste une pression insupportable. Et c'est le modèle vendu. C'est comme ça. Et à côté de ça, bien sûr, la pornographie qui juste inonde ces pauvres jeunes qui n'ont pas la matrice ou ce qui leur arrive et qui ingurgitent ça et qui sont complètement déphasés par rapport à l'amour, par rapport à l'amour sexuel, par rapport à l'acte sexuel. C'est juste monstrueux, mais que faire? Nous en sommes là. Ou c'est juste une violence et une domination qui se passe et ça n'a... Là, on peut dire que c'est vraiment le cerveau archaïque qui est à fond. Là, c'est le cerveau primaire qui est juste à fond, manger et s'accoupler. Et il n'y a pas d'autre nuance, il n'y a rien du tout, c'est juste comme ça, c'est juste incroyable. Donc voilà, ça c'est vraiment les obstacles culturels qui ferment le cœur, et rien n'est fait pour aller dans l'autre sens. Et les obstacles éducatifs, alors là, on le sent bien, c'est ça qui est la majeure partie, c'est ça qui est le gros nœud du problème. Les premières années de l'enfant sont totalement essentielles, sont vraiment cruciales. On devrait être, toute notre politique, je veux dire, tout ce qu'on devrait faire devrait être axé, tout, on s'entend, axé sur préserver l'innocence de l'enfant, préserver son ouverture, préserver ses apprentissages, le suivre plutôt que le commander,
apprendre à communiquer avec l'enfant. Parce que si on a une communication qui est brutale, hachée, incohérente, le pauvre, mais comment son cerveau va mûrir, comment son cœur peut rester ouvert et prêt à aimer ou à communiquer avec tout le monde. Donc pour moi, c'est une époque vraiment du massacre des innocents, et nous travaillons pour... nous faisons ce que nous pouvons pour pallier à ça, mais c'est juste insupportable par moment. C'est juste fou. Si on voit la réalité des choses, c'est juste un enfer. Donc, on peut prendre ces émotions, vous voyez, tellement tendres, tellement délicates, qui ont pu nous fermer. Et ces émotions, elles ne sont pas 36. Si on arrive au fond du fond de notre perception et de remonter à ce qui est en nous comme émotionnel, eh bien on trouvera l'abandon, première et énorme, première émotion, première vraiment déchirure de l'enfant. Et quand j'entends l'abandon, c'est pas seulement l'abandon comme ça, c'est la négligence également. C'est-à-dire, si notre enfant vient nous tirer la jambe et nous appelle 10 fois parce que nous on parle avec un autre adulte et il est toujours là, on lui dit papa, il est négligé. Normalement, si nous sommes un peu attentifs, l'enfant, et nous devrions l'être, si nous sommes un peu conscients, l'enfant nous tire la jambe une fois, papa, oui, c'est lui qui prime, c'est pas la conversation avec l'adulte. L'adulte peut attendre, mais lui il ne peut pas attendre. Il ne peut pas concevoir qu'il n'ait pas, son père ne soit pas là quand il a 3 ans, ou, enfin, vous voyez, et qu'il l'appelle et que son père le néglige parce qu'il parle avec un autre mec de autre chose. Donc, négligence, l'enfant le sait, il le sent ça. C'est un abandon. Et tous les abandons qu'on peut faire lorsqu'il demande quelque chose, lorsqu'il est dans l'insécurité. L'abandon. Et l'abandon entraîne la honte. La honte est massive dans notre époque, massive. Elle est compensée, bien sûr, par de nombreux comportements, ou des comportements d'indignité, c'est-à-dire, j'ai été abandonné, je me sens honteux, tout ce que je ressens, c'est de l'indignité, je ne suis pas capable, je suis irresponsable, je ne peux pas faire, ou bien des comportements de supériorité, c'est-à-dire un ego dans l'inflation, qui va essayer de se prouver que tout va bien, et qui ne ressent pas la honte, surtout ne pas ressentir la honte. Donc ces premières années sont absolument essentielles, cruciales, pour préserver cette intelligence du cœur. En tant que parents, les grands-parents, on a vraiment 4 attitudes qui peuvent être favorables à l'enfant. La première, c'est d'exprimer notre émotion, d'exprimer notre sentiment à l'enfant. Physiquement, c'est-à-dire le toucher. S'il n'est pas nourri au niveau du toucher, on va en faire un enfant loup, quoi, je veux dire, c'est pas acceptable. Donc, le rassurer, le toucher, qu'il soit nourri par l'affection que l'on lui porte et qu'on lui démontre physiquement, et verbalement, bien sûr, et corporellement. Et ça va lui permettre de surmonter ses difficultés, ça va lui permettre de grandir en confiance. Une deuxième attitude, c'est de servir de modèle. On en revient à ça. Parce que si on le câline, on est bien avec lui, mais que d'un autre côté, on s'engueule avec notre conjoint et qu'il le voit, il y a une dichotomie, ça ne fonctionne pas, il va dire non. Enfin, il le ressentira, il ne va pas le dire, mais il le ressentira. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc servir de modèle. Quand il est plus grand, l'enfant, il a besoin qu'on lui dise quel est l'impact, en fait, de ce qu'il fait vis-à-vis de ses amis, de ses camarades. De façon à développer pour lui l'empathie. De développer pour lui son dire oui, je comprends que j'ai enlevé le jouet à un tel et ça lui fait du mal. Donc ça lui développe son cœur, ça lui permet de s'ouvrir à l'autre. Et puis essayer de l'attirer vers des activités qui vont servir d'autres personnes quand il est plus grand encore. C'est-à-dire l'amener avec nous pour aider, servir, que lui puisse se sentir utile et sentir qu'il peut lui aussi participer au bien-être des autres. La Guru Mai, c'est une élève de Muktananda en Inde, un grand maître qui s'appelait Muktananda. Et Guru Mai, c'est sa successeur. Elle a dit une phrase vraiment sur laquelle on pourrait vraiment porter toute notre attention. Elle a dit
les problèmes, le cœur ne résout pas les problèmes, il les dissout. C'est magnifique. Ça veut dire que la lutte intrapsychique que l'on peut avoir suite à ces obstacles et que l'on cherche à résoudre par, effectivement, nous faisons des thérapies, nous faisons des exercices, des ci, des mi, tous ces conflits intrapsychiques qui surviennent par la peur que l'on a eue d'être abandonné, d'être blessé, voire de mourir. Si nos parents n'étaient pas là et que n'avaient pas à manger, ça veut dire mort. Si le biberon n'est pas là dans les 30 secondes et qu'on attend 10 minutes, pour l'enfant, c'est la mort. Donc, ces blessures, ces difficultés intrapsychiques que l'on a, au niveau psychique, elles ne se résoudront pas, parce qu'il y a une confusion, elles ne vont pas se résoudre. Il y a une confusion entre le centre, on a parlé, archaïque, qui veut certaines choses très fortement, système émotionnel, néocortex, qui élabore quelque chose de beaucoup plus intellectuel. Et donc, il y a cette lutte interne, il y a ce qu'on appelle des conflits intrapsychiques, c'est bien le terme. On sent bien que ça passe dans tous les sens, et ça revient, et ainsi de suite, et ça peut durer des années. Et ça dure des années, c'est un comportement automatique. Et ce que Guru Mai, donc cette enseignante maintenant, depuis longtemps, cette enseignante a dit, et que je trouve d'une pertinence extraordinaire, donc vraiment je nous encourage à porter notre attention là-dessus, c'est que le cœur ne résout pas les problèmes, il les dissout. Quelle liberté, quelle magnifique libération. Ça veut dire que le conflit interne qui se bloquait au niveau archaïque, en survie, domination, jugement, commentaire, les attentes, bien sûr, nos demandes de reconnaissance, demandes d'amour vis-à-vis de l'autre. Tout ça est chanté, ne prend pas la prééminence sur l'influence du cœur sur nous. Et donc, le cœur s'ouvre et reprend sa place de pilote de l'affaire, et non pas de passager impuissant qui regardait passer les paysages. Voilà, donc on a bien compris que si on veut s'atteler à cette tâche, il y a un travail à faire. On ne peut pas juste... Il y a une certaine dédication à se donner, à se dire... c'est comme dans un mariage, je dirais. Il y a un consentement. Il y a un consentement à soi-même à faire. C'est-à-dire se dire, je consens à moi-même pour vraiment creuser mes fêlures, creuser ce qui m'a fait souffrir, aller voir et les ressentir, surtout que penser, mais aller ressentir ce qui s'est passé. Et donner la priorité au cœur. Pas juste le voir de manière intellectuelle, de dire oui, j'ai ressenti la honte et je comprends et tout ça. Miser sur cette transcendance possible, sur cette possibilité que lui reprenne les rênes. Et pas notre boucle permanente qui nous inonde toujours des mêmes et de toujours des mêmes paroles, c'est un chemin neuronal, on va dire, c'est le chemin des neurones. C'est la piste la plus facile. Si on a un tempérament où on a appris, où on s'est réfugié par exemple dans la colère, ça sera la pente la plus facile que l'on va suivre. Si par blessure de la vie on est dans la jalousie, ça sera la blessure la plus facile. Ça ne peut pas être résolu comme ça. D'une certaine manière, il nous faut redonner la priorité à ça, sur tout ça. Donc ce travail est enthousiasmant, et on le remet jour après jour sur le métier, bien entendu. Et quoi faire d'autre dans la vie? C'est sûr, quoi faire d'autre une fois qu'on a pris conscience. On ne peut pas juste dire « Oh, je l'ai pas entendu, je l'ai entendu, mais pas pour moi. » Les ressentir et puis après... Laisser faire, je dirais. Lui faire confiance. On a vu que, techniquement, si on peut dire, il sait ce qu'il fait. Vous voyez, on en parlait au début. On n'avait pas conscience de ça, mais il sait ce qu'il fait pertinemment. Donc, laisser faire, avoir confiance, et découvrir ce qu'il va nous révéler. Quel type d'intelligence va s'ouvrir? C'est intuitif, c'est pas mental, c'est, je dirais, atemporel presque, si on peut utiliser le mot. Ce n'est pas linéaire en tout cas. C'est toujours unitif d'une certaine manière. Ça ne peut pas être autrement. C'est sans conflit. C'est non conflictuel. Là, c'est conflictuel. Mais là, c'est non conflictuel. C'est un comportement non conflictuel. Lorsque on rentre dans ce comportement non conflictuel,
tout d'un coup, dans la seconde, c'est le moment, c'est pas juste un processus. Alors bien sûr, c'est proposé comme un processus de croissance. Mais le processus, il aboutit à un moment. Boum. C'est un moment. C'est ouvert. Et on le sait. C'est ouvert. Donc, soit un moment ou le processus, peu importe. L'affaire, c'est que lorsqu'on rentre dans un comportement non conflictuel et qu'on le cultive, on l'accueille, oui, c'est un comportement, eh bien, donc, le présent s'ouvre. Et c'est comme si on marchait dans un monde sacré. On marche dans la magie. Petit à petit, les choses sont juste adaptées et vont bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discernement à avoir. Parce qu'on peut facilement penser que l'intelligence du cœur, on peut l'assimiler à une sorte d'intelligence romantique. C'est faux. Si cette connaissance que nous avons de nous-mêmes n'est pas alliée à l'intelligence du cœur, on va faire beaucoup de dégâts. Parce qu'on a la facilité de penser que l'intelligence du cœur peut nous amener à nous comporter, par exemple, en sauveur. Vous savez, dans le triangle de Karpman, vous connaissez victime, sauveur et persécuteur. Bourreau. Persécuteur, oui, c'est ça. Merci. Donc, c'est une alliance, en fait, je dirais que l'amour, c'est une alliance d'une profonde connaissance de soi et de ce sentiment de lien avec tous. Avec notre conjoint, bien entendu. Mais ça s'expande, c'est juste, c'est évident que nous sommes le même processus. Nous sommes le même processus. Oui. Oh les cœurs. Donc à quoi pourrait ressembler en fait? On sait très bien à quoi peut ressembler un couple névrotique. Si vous avez été en couple, peut-être en avez-vous eu de l'expérience. Et aidez-moi, nous en avons eu l'expérience. Et nous avons sans doute encore l'expérience de multiples fois. quand les choses deviennent chaudes et tendues. Et difficiles. Mais à quoi pourrait ressembler un couple qui vit un amour conscient? Comment ça serait? Eh bien, je crois que la première, la plus importante en fait des découvertes, c'est que les partenaires n'attendent pas que l'autre soit différent de ce qu'il est. Simplement. C'est peut-être aussi simple que ça, mais pour arriver là, il faut peut-être 20 ans de pratique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune attente que l'autre soit différent. Et ce qui était avant une sorte de tolérance, une tolérance un peu, une tolérance intéressée, on va dire, ou sécuritaire. Concession. Devient une tolérance ouverte, complètement ouverte. Mon époux ou mon épouse est ainsi. Et rien de ce que je ferai, et je ne cherche plus à la changer, je ne cherche plus à l'influencer, je ne cherche plus à critiquer ou à juger, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de critique, en dépit de son degré de fantaisie, voire de folie, qui est son lot, qui est sa vie. Et c'est pleinement ainsi. Alors bien sûr, la limite, c'est la violence physique dans un couple, ou quelque chose de ce style-là, vous voyez, qui est absolument... qui n'est pas négociable, d'une certaine manière. On n'est pas là pour... ce n'est pas une découverte, à ce moment-là, c'est un abandon de soi-même. C'est indigne de rester là, ça ne va pas. Mais dans un couple, on va dire normalement névrosé, le passage à l'amour conscient devient effectivement cette découverte de « Ah, j'ai compris, j'ai saisi, je le ressens profondément, que l'autre est ce qu'il est, pleinement ce qu'il est, et je suis d'accord avec ça. Ce qui ne peut se faire que lorsque je suis d'accord avec ce que je suis, en priorité. C'est-à-dire que si je projette toujours mes propres conflits sur l'autre, et mes propres difficultés, en l'accusant lui, que c'est lui le méchant et qu'il ne fait pas bien, et que ainsi de suite, des choses qui peuvent arriver, mais on entend bien la tonalité qui est différente d'un simple constat, de dire « Ah, ça n'a pas été fait », par exemple, on a oublié ça, que la réprimande, le jugement qui s'instaure, qui est une projection de nos propres failles, en fait, rien d'autre. Donc lorsqu'on a dépassé cela,
eh bien, on accepte d'être tel que l'on est, avec ses faiblesses, ses fêlures, ses brillances, ses qualités, tout ensemble. Et du coup, on accepte que l'être humain qui partage notre vie, effectivement, il soit pleinement tel qu'il est. Et ça, c'est le premier point. Je suppose que c'est vraiment crucial, cette découverte de dire « Ah, ben oui, j'ai compris ». Et vous pouvez revenir comment arriver à ça pour soi déjà? Pour soi? Eh bien, il nous faut engager une certaine intention de pratique. Il nous faut engager les outils pour ça. Donc, on a parlé de l'exploration de soi-même. Vous voyez, il nous faut engager des pratiques. Alors, les pratiques spirituelles vont dans ce sens, bien entendu. Elles ne sont pas aussi explicites, on va dire, d'une certaine manière, ou elles enrobent ça d'une manière théologique, on va dire. Vous voyez? Mais ce processus évolutif, il est commun à nous tous, en dehors de toute croyance, en dehors de... C'est notre droit de naissance. C'est ce que nous avions d'ailleurs à la naissance, et après ça a été assez malmené. Donc, oui, c'est une pratique. Sans pratique, nous n'avons que de la philosophie. C'est pas que la philosophie soit mal, mais la philosophie ne transforme pas. Le philosophe, il peut exprimer des concepts prodigieux sur l'univers et engueuler sa femme le soir, ou être malveillant avec elle. Tandis qu'un pratiquant, on va dire, je parle, vous voyez, de mon expérience, je veux dire, mais peu importe mon expérience, mais d'un pratiquant spirituel, qu'on dit spirituel, je n'aime pas trop ce mot, mais un pratiquant qui est sur un chemin d'évolution, voilà, de transformation. Eh bien, ces actes sont présents devant lui. Et il ne peut pas faire l'économie de ne pas voir, comprendre ce qui se passe en lui et analyser jour après jour, après jour, après jour, ressentir. Et cette évolution se fait naturellement puisqu'elle est engrammée en nous. Nous sommes faits pour ça. Sauf que ça a été complètement... Donc en s'observant, quoi. Exact. Donc il y a une observation de soi sans jugement, on revient à ça. C'est-à-dire que le jugement n'a pas sa place, puisque c'est comme ça que nous sommes, c'est une acceptation de soi. Il y a une observation de soi. Mais si on n'a que l'observation de soi dans une pratique, c'est un peu sec. La deuxième jambe, c'est la dévotion, l'amour, la beauté, la poésie. Vous voyez, ce mouvement du cœur, justement, vers plus grand que soi. Donc on puisse l'appeler le divin, l'intelligence créatrice, peu importe. Et ce n'est pas le Dieu des religions, on s'entend, hein, qui est beaucoup plus idéologique et qui n'amène bien souvent que des catastrophes. Donc c'est notre potentiel, c'est notre possibilité d'évolution, à tous. Sauf que ça a été enfoui par des milieux culturels différents, enfoui par l'éducation, enfoui. Mais tout est là. Tout est là. Et ce qui est encore plus merveilleux, c'est que c'est notre corps humain. Tout est là. C'est le corps humain. C'est notre corps. C'est juste prodigieux. Donc voilà, oui, c'est ça, hein, au travail, donc, si vous voulez. Et c'est le travail que nous proposons, bien sûr, avec l'idée, d'une certaine manière, depuis des années. Voilà, donc ça c'est vraiment le point de l'amour conscient, c'est ça, c'est d'abord le premier point, l'autre point c'est de comprendre que lorsqu'on s'intéresse au cœur, il y a 2-3 choses qui se passent. Lorsqu'on mise vraiment sur lui, on met notre mise, on met nos tickets là-dessus, on dit c'est ça, j'ai compris, c'est ça que je veux pas autre chose, c'est ça, il faut que c'est pour moi. Il y a cette gratitude qui monte pour toute chose. On est toujours en train de dire merci. Merci à la vie, merci à l'univers, merci au contexte global, au champ global. C'est un merci, c'est une gratitude permanente. Merci d'être arrivé en voiture, merci d'être ici, merci de... Et c'est pas affecté, c'est réel, c'est une sorte de... Ah oui, c'est super, voilà, ça aussi c'est super, et ce moment aussi est super, et ça c'est bien. Et je ne sais pas pourquoi, il y a un certain sourire qui s'installe. Alors est-ce que c'est le cœur qui nous pousse à être plus léger ou pas? Ouais, est-ce que ça s'exprime? Oui, je cherche toujours à comprendre comment ça fonctionne, pourquoi, vous voyez, c'est très important. C'est la première gratitude peut-être, de sourire à notre être humain, dire qu'on est content de le voir, de lui manifester aussi, qu'on est satisfait de sa présence, d'être avec lui, de partager quelque chose.
Tout ça, c'est de la générosité. Comment le cœur fonctionne sans générosité? Nous sommes généreux, par nature, on pourrait dire. Et quand j'entends généreux, c'est pas juste l'argent. Ce qui est le plus facile, ça n'appelle pas de générosité, ça. C'est générosité de notre être. C'est-à-dire se dire que l'on l'est, dire sa vulnérabilité, dire sa beauté, la manifester, la présenter, que tout le monde puisse en bénéficier. Et il y a un troisième point, je pense, dans l'amour conscient, et ça revient à ce mot évolution, ou divin, ou intelligence créatrice, peu importe le nom qu'on ait. C'est que dans un couple qui tente cette aventure de l'amour conscient, ils ne forment plus une dyade, c'est-à-dire ils ne sont plus que deux. C'est-à-dire qu'ils acceptent qu'il y ait ce regard évolutif sur leur tendresse, sur leur partage et sur leurs difficultés. C'est comme si un grand troisième, conscient, plus grand que les deux, simplement, était là également, était présent. Ça veut dire que ce couple ne va pas chercher l'enfermement à deux, ou ne va pas le favoriser, ou ne va pas se laisser passivement entraîner là-dedans. Ils ont compris que le mot couple, même, qu'est-ce qu'un couple, si on peut dire? Alors on dit c'est la réunion de deux personnes, mais peut-être que c'est autre chose. Peut-être que c'est cette conjonction de champs évolutifs. Enfin bref, on peut imaginer mille choses, mais le couple conscient n'est plus enfermé à deux. Il a laissé une ouverture envers les autres et envers plus grand que leurs deux petites personnes. Voilà comment je vois qu'un couple conscient peut avancer, peut évoluer, peut tenter cette aventure magnifique. C'est comme si l'un partenaire retrouvait le divin à travers l'autre. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Voilà. On a fait ce voyage, hein. En une heure, on a cheminé, là. Voilà, c'est ce que je voulais dire ce soir. Ça me paraissait tellement important qu'il y ait quelque chose à Montpellier où on parle de l'amour. Oui, un lieu où on ait pu